Je vis des épreuves et des difficultés en cascade et j'ai peur de me retrouver à la rue. Et du coup, je suis prêt à faire n'importe quoi pour que ça n'arrive pas. Bienvenue sur la chaîne de la résilience. Aujourd'hui, on va parler des mécanismes de peur, avec un regard de résilience. Il y a deux origines majeures à toute peur que l'on porte en nous. Soit il s'agit d'une peur transmise, et cela va être profondément enfoui dans notre inconscient, soit il s'agit de peur acquise, consécutive d'une expérience douloureuse et mal vécue. Et donc fatalement d'une expérience que l'on n'a pas envie de retraverser à nouveau. Et dans ce second cas, ça risque de poser problème, parce que l'on ne peut se guérir d'une peur qu'en la retraversant à nouveau. Commençons par le plus facile. Nous avons une peur dont l'origine est une transmission. Dans l'exemple que j'ai choisi aujourd'hui, j'ai peur de me retrouver à la rue. Si vous n'avez jamais fait cette expérience-là de votre vie, il s'agit d'une peur transmise. Est-ce que quelqu'un dans votre famille s'est déjà retrouvé dans cette situation-là ou a déjà vécu cette situation-là? Est-ce qu'au sein de ma famille, le fait de se retrouver à la rue était déjà quelque chose de clairement exprimé? Je vous donne des exemples. Un parent qui n'avait de cesse de vous dire « Si tu n'es pas content, tu prends la porte. Si tu continues comme ça, je te mets dehors et je te coupe les vivres. » Ou encore « Tu ressembles tellement à la tante Adèle, et quand on voit comment elle a fini, à faire la manche et à dormir sous les ponts, mais suivant votre histoire familiale, ça peut être aussi « Bon, si tu veux pas finir comme tous ces gueux, t'as intérêt à te trouver un bon parti. » Ou bien encore « Bon écoute, fais ce que tu veux, mais viens pas te plaindre après, avec un métier pareil, si tu te retrouves à faire la manche. » Là, faudra pas compter sur nous, hein. En résumé, une peur racine, qui est récurrente dans une famille, peut s'exprimer de diverses manières, suivant les individus et surtout suivant les postures qu'ils adoptent, les postures égotiques, celles des victimes, des bourreaux ou des sauveurs. Il n'en demeure pas moins, dans mon exemple, que la peur racine, c'est se retrouver à la rue. Ça, c'est la première question à se poser pour une peur transmise. Quel est le dossier racine de cette peur? Qui dans ma famille l'a exprimé et de quelle manière? À partir de quelle posture? Le bon réflexe est alors d'aller chercher dans son transgénérationnel, de se munir des outils adéquats. Et j'entends par là bien sûr tous les outils qui ont trait aux libérations transgénérationnelles, lesquels permettent de ne plus porter les fardeaux familiaux, de ceux qui vous entravent et vous empêchent de vivre normalement. C'est évident qu'on ne peut pas vivre normalement avec des peurs. En tous les cas, dans ce premier cas de figure, c'est assez facile de régler les choses. Maintenant, passons au deuxième cas de figure. La peur est consécutive à une expérience douloureuse, mal vécue. Et pour que cette peur-là puisse disparaître, il va falloir se reconfronter de nouveau à la situation. Mais cette fois-ci en mettant tous les atouts de son côté pour recréer cette expérience dans les meilleures conditions. En fait, transformer cette expérience négative en une expérience positive. Et dans le cas de cette peur de se retrouver à la rue, ça paraît un petit peu compliqué. Mais en fait, non. Si on traite les choses grâce à la résilience, tout est possible. Le point de départ, c'est de verbaliser clairement chacune de ces peurs, car elles se traitent toutes individuellement les unes des autres. Reprenons mon exemple, j'ai peur de me retrouver à la rue. Ici, nous sommes dans la deuxième configuration, une peur consécutive à une expérience mal vécue, ce qui signifie je me suis déjà retrouvé à la rue. C'était une expérience terrible que je n'ai pas envie de revivre. J'ai eu en outre beaucoup de difficultés à m'en sortir déjà une fois. Tout ça c'est ok, c'est logique et normal. Mais ici, le dossier de la rue, ce n'est pas le dossier racine, c'est le dossier consécutif, le symptôme de la maladie en fait. Une expérience sera toujours mal vécue lorsque, d'une part, l'on n'y est pas préparé, et d'autre part, lorsqu'on n'est absolument pas volontaire pour la vivre. L'effet de surprise d'une part, et le non-respect de son libre arbitre d'autre part. Et là, je vous le donne en mille et mille, où est-ce que l'on va aller chercher ça? Une fois de plus dans sa famille et dans le transgénérationnel. Pourquoi? Parce que si l'on a déjà vécu cette expérience contre sa volonté consciente, c'est qu'on y a été poussé par sa volonté inconsciente. Celle qui a bousculé tous les événements, qui a permis que tout se mette en place pour que l'on vive à notre tour cette mauvaise expérience qu'un de nos ancêtres, ou que tout simplement nos parents, ont déjà eux-mêmes vécu et très mal vécu. Et oui, que les choses soient transmises ou acquises, on ne peut pas évincer le dossier du transgénérationnel. On ne peut pas faire l'impasse sur l'épigénétique, tout simplement. Avant que les choses deviennent acquises, elles sont transmises. Si l'on est volontaire pour se guérir, pour se débarrasser des fardeaux qui ne nous appartiennent pas, et qu'on s'engage dans une démarche concrète pour cela, on s'épargnera des expériences non volontaires. En gros, mieux vaut prévenir que guérir. Si pour X ou Y raison, par négligence, par méconnaissance, par flemme, enfin peu importe, on n'a jamais eu la volonté consciente de régler les dossiers récurrents familiaux, alors c'est sûr qu'on va faire des expériences
non volontaire. Et ce n'est que la loi universelle de matérialisation qui s'applique. On y reviendra à la fin, mais c'est le cadeau caché. Donc reprenons notre problématique de départ. J'ai peur de me retrouver à la rue parce que ça m'est déjà arrivé une fois et que toutes les circonstances que je vis en ce moment me donnent le signal d'alarme. Vous voyez, votre ego est tout à fait loyal. Bien plus performant encore qu'un chien de garde. Mais puisque cette fois-ci vous vous en êtes aperçu, vous avez aussi l'opportunité de réagir non plus dans l'ego, mais dans la résilience. La première fois que cela vous est arrivé, vous étiez forcément dans l'ego, dans une réaction égotique. Sinon, ça ne se serait pas reproduit. Utiliser son ego, quelle que soit la posture, pour résoudre un problème, c'est poser une rustine sur un pneu. Ça n'est pas pérenne. Ça permet juste de gagner un peu de temps, tout en sachant que le véritable problème n'est pas résolu, et qu'il se représentera à nouveau, de toute évidence. Et puisqu'on en est là, eh bien on va adopter une autre stratégie, celle qui consiste à guérir définitivement sa peur en adoptant la bonne posture. Si vous voulez bien observer ces choses-là et mettre toutes les chances de votre côté, alors observez bien votre positionnement égotique face à cette peur, face à cette situation qui comporte tous les éléments qui vont vous obliger à vous y confronter. Positionnement bourreau, j'ai peur de me retrouver à la rue. Je vais exiger d'autrui qu'on règle mon problème à ma place, mais de façon autoritaire et presque abusive. En fait, j'ai trop de fierté et trop d'orgueil pour accepter de regarder ma peur en face. Et je vais me venger de ce qui m'arrive, soit sur les autres, soit sur moi-même. Je vais donc trouver un responsable à ma situation, un bouc émissaire en somme, et lui faire endosser tout ce qui m'arrive, jusqu'à obtenir gain de cause. C'est dramatique quand on s'en prend aux autres, mais c'est aussi dramatique quand on s'en prend à soi-même. Dans un positionnement bourreau contre soi-même, par exemple dans cette situation, on va s'infliger à soi-même une punition. Du style, je vais sauter sur le premier boulot de merde pour ne pas me retrouver à la rue. Ou alors, je vais demander de l'aide à un tel ou un tel à contre-cœur parce que j'estime qu'après tout, cette personne me doit bien ça. Je vais la conduire à se culpabiliser et ça va fonctionner. Ça, c'est l'aspect bourreau. C'est un positionnement de toute façon agressif et manipulateur, qu'il se dirige sur l'extérieur comme envers soi-même. Solution pérenne ? Certainement pas. Maintenant, positionnement victime dans la situation que nous traversons. Cela va consister à accuser les autres, à incriminer les autres, ou soi-même, de la situation que l'on rencontre. Mais tout en jouant les pauvres caliméros et les grands pleureurs ou les grandes pleureuses. Du style, tu te rends compte ce qui m'arrive, et c'est de la faute de ci, et c'est de la faute de là, et patati et patata. C'est une manœuvre d'apitoiement. Et en général, dans ces cas-là, toutes les solutions d'aide ou de soutien qui seront proposées ne trouveront pas grâce à vos yeux. Vous inventerez toujours un problème dans les solutions qui vous sont proposées, sans d'ailleurs en essayer aucune. Puisque le propre de la victimisation, c'est justement de rester immobile. Immobile à pleurer sur son sort et accusateur sur l'extérieur de tout ce qui vous arrive. Est-ce ainsi que l'on va régler définitivement sa peur de se retrouver à la rue ? J'en doute. Ça va juste vous faire gagner du temps, mais parallèlement, ça va épuiser toutes les bonnes volontés autour de vous. Troisième positionnement, celui du sauveur. Celui-ci était certainement le meilleur conseiller du monde pour les autres, avant que ça ne lui arrive à lui et qu'il se sente bien impuissant et bien incompétent à mettre en pratique tous les conseils qu'il distribuait allègrement. Ben oui, Taka Faucon, à toi de jouer maintenant. Monsieur ou madame Taka Faucon va se retrouver bien seul dans sa situation, faisant face à l'absence d'empathie générale. À nouveau, est-ce que ce positionnement de sauveur vous apportera une solution pérenne pour vaincre cette peur ? Les seules personnes qui n'ont pas peur d'être à la rue sont celles qui y vivent déjà et qui en ont maîtrisé les codes et les règles de base pour y survivre. Et même pourquoi pas, pour en vivre. Et voilà la solution pour affronter à nouveau cette peur d'être à la rue et en sortir vainqueur. Accepter volontairement de faire une expérience type survivaliste ou même pourquoi pas une expérience type saltimbanque. Un petit boulot de la rue en fait, pendant une période donnée. Globalement, se retrouver à la rue, c'est se retrouver sans domicile et sans argent. On peut donc parfaitement organiser ce type d'expérience, autant en milieu citadin qu'en milieu suburbain ou qu'en milieu naturel, suivant ce qui est le plus confortable pour vous et suivant ce que vous connaissez le mieux. Survivre sans domicile et sans argent dans un milieu citadin, ce n'est pas si compliqué que ça, à partir du moment où vous connaissez bien votre milieu. Vous savez que vous pouvez récupérer de la nourriture à tel et tel endroit, vous savez que vous allez trouver de l'eau à tel autre endroit, vous savez aussi qu'ici, vous allez pouvoir vous laver, et que là-bas, vous allez pouvoir dormir à l'abri et en sécurité. Ce qui fait toute la différence dans ce type d'expérience, c'est le positionnement intérieur. Et si réellement vous faites cette expérience, soit de vous retrouver à la rue sans rien, soit d'expérimenter le survivalisme, ou le nomadisme, ou le petit boulot de la rue,
Vous verrez par vous-même que ce n'est pas la rue qui fait peur, ou le monde extérieur qui fait peur, ou le fait encore d'être démuni de tout qui fait peur, mais que c'est le sentiment d'insécurité intérieure. Et là, on en vient au dossier racine. Dossier racine au pluriel. En pole position, la raison la plus commune qui fait que des gens se retrouvent à vivre dans la rue, c'est qu'ils ont malheureusement cultivé en eux une insécurité affective quasi totale. Leurs parents, leur famille, leurs référents adultes, lorsqu'ils étaient enfants, n'ont pas pu, pas su ou pas voulu leur donner cette sécurité affective primordiale pour pouvoir grandir normalement. Vous pouvez discuter et interroger tous les SDF. À 99%, vous tomberez sur leurs histoires de choc affectif et d'absence d'affection. En deuxième position, vous allez trouver la maladie mentale. Cela va de l'addiction à la schizophrénie, en passant aussi par le syndrome de Diogène, par des syndromes post-traumatiques, dépression ou burn-out, etc., etc. Lorsqu'une maladie de ce type-là n'est pas prise en charge, bien en effet, une des conséquences, c'est de se retrouver à la rue. En troisième position, et loin derrière les deux premières, on va aussi retrouver les personnes qui vivent depuis toujours dans l'insécurité matérielle et financière. Et ce sont souvent des personnes qui ne sont pas dénuées ni de talent, ni de compétences, ni de capacités. Loin de là. Il s'agirait plutôt de personnes dites non conformistes. Des personnes qui n'arrivent pas à trouver leur place dans la société, qui ne rentrent pas dans les cases, et qui ne savent pas encore qu'elles sont capables de créer par elles-mêmes leur propre place. Et par le fait de générer leur propre circuit d'échange pour créer leur propre sécurité matérielle et financière. Il y a d'ailleurs bien souvent chez ces personnes une défiance par rapport à la matérialité et à l'argent. Et d'ailleurs, ça constitue plutôt leur dossier racine. Du style, mieux vaut être pauvre et sympa que riche et méchant. Grosso modo, c'est un petit peu l'idée. La croyance que si l'on est dans l'abondance financière, c'est aussi qu'on a vendu son âme. Vous voyez par exemple, beaucoup d'artistes ont fait l'expérience de la rue, de la pauvreté extrême. Être artiste, ça fait partie encore aujourd'hui des non-conformités sociales, et surtout des fragilités sociales. Et donc par la suite, beaucoup d'entre eux, de ceux qui ont connu justement la rue, et qui connaissent après coup le succès, et il y en a beaucoup, eh bien ceux-là ne sont pas forcément guéris par le succès de leur peur de se retrouver à la rue. Leur dossier racine n'était pas la peur de la rue, mais la peur de ne plus être aimé, ou de ne pas être aimé, ou encore la peur de ne pas être connu ou reconnu. Et c'est toujours ce qu'ils vivent, même dans le succès. Et c'est aussi ainsi qu'ils finissent par vendre leur âme. Bon voilà, même conclusion que d'habitude, la position égotique ne règle ni les problèmes ni les peurs. Qu'il s'agisse à la base d'une transmission, type croyance ou conditionnement, ou d'un acquis, par l'expérience ou par la redondance d'expérience. Lorsque l'on estime avoir fait suffisamment le tour des positionnements égotiques, que l'on sait les repérer et que l'on comprend enfin que ce que l'on vit n'est pas une fatalité et qu'il existe bien des solutions pour s'en sortir, alors d'un seul coup c'est miraculeux, on redevient volontaire. Et on est souvent volontaire parce qu'on en a marre justement de vivre les choses en boucle. Un jour on a un déclic et on se dit bon là ça va bien, là j'en ai vraiment marre, je suis décidé à prendre ma peur ou mon problème à bras le corps. L'extérieur aura tendance à dire oh bah non cette personne elle est bien courageuse. Non c'est pas ça du tout, c'est parce que tout bonnement la vie devient invivable et qu'on veut trouver la porte de sortie. Alors je n'ai qu'un mot, résilience. J'ai peur de me retrouver à la rue, qu'est-ce que je dois faire pour trouver une solution qui ne soit pas une solution égotique? Numéro 1 on l'a vu et revu, travail sur le transgénérationnel. Numéro 2, aménager une expérience sécurisée pour se confronter à nouveau à sa peur et la traverser. Numéro 3, creuser un peu plus profondément pour voir ce qu'il se cache derrière la peur et trouver le dossier racine. Numéro 4, en fonction du dossier racine, soigner son enfant intérieur. Et quand on ne sait pas encore le faire soi-même, on va voir un thérapeute. Ça n'est pas une honte de se faire aider. Si c'est ça qui vous freine, dites-vous simplement que vous êtes en train de refaire le plein d'essence dans votre voiture. Est-ce que cela est une honte? Lorsque vous soignez vos peurs et vos traumatismes, c'est comme si vous refaisiez le plein d'énergie à un moment où vous êtes limite de tomber en réserve pour pouvoir avancer de nouveau dans la vie. Il n'y a pas de honte à ça. Ça n'est pas du courage non plus, ça n'est que du bon sens. Et qu'est-ce qu'on se sent bien quand on est délesté de ses peurs? Et là j'en viens à mon dernier point, le grand cadeau de la vie. Le véritable apprentissage. La peur est génératrice des situations qui nous font peur. Les sentiments, les émotions, les croyances, les conditionnements, plus ils sont inconscients, au plus ils sont générateurs de nos scénarios de vie. Nous matérialisons par nos émotions, par nos pensées, par nos croyances, de façon parfaitement inconsciente. Voilà l'intérêt d'aller faire un tour dans sa boîte de Pandore.
dans son inconscient, histoire d'y déprogrammer les bombes à retardement et de reprogrammer ce que l'on a réellement et consciemment envie de vivre. Alors on peut appeler ça la loi de vibration, la loi du karma, la loi d'attraction. Tout ça, ça marche un petit peu de la même façon. Et je dirais même que ça fait partie de la science de demain. Car si l'on a inventé un instrument fiable pour mesurer nos fréquences vibratoires et les faire correspondre exactement à une émotion précise, par exemple, parce qu'entre parenthèses, tout le monde n'est pas capable d'écouter et de mettre des mots sur ses émotions. Il y a aussi beaucoup de gens qui se sont coupés de leur champ émotionnel et qui de fait sont incapables de s'observer. Eh bien, si on mettait au point cette technologie-là, on pourrait se soigner rapidement. Vous imaginez l'avenir ? Vous portez un petit dispositif ou vous avez un petit dispositif chez vous qui vous indique « Attention danger, perte d'énergie, vous êtes sur une fréquence de peur ». Et donc vous allez attirer un danger qui correspondra exactement à la nature de cette peur. Et en fait, c'est tout le temps comme ça que ça se passe dans la vie. J'ai peur de grossir. Bien, vous allez manger une pauvre petite pâtisserie de rien du tout, vous allez prendre 1 kilo. Alors que la copine à côté, elle a absolument pas peur de prendre 1 gramme, et elle va s'envoyer 10 pâtisseries à la suite, bien sûr, sans prendre 1 gramme. J'ai peur de tomber malade. Et en ce moment, en plus, aux infos, ils n'arrêtent pas d'annoncer qu'il y a des virus qui traînent. Résultat des courses, je vais tomber malade. Alors que mon voisin, qui n'a absolument pas cette peur-là, va aller se balader partout sans aucune précaution, et en pleine épidémie, il ne tombera pas malade. Ma voiture n'est pas tout à fait en règle en ce moment. Je dois changer une pièce, et je n'ai pas le temps de le faire. Je m'en culpabilise, j'ai peur de me faire arrêter par la maréchaussée. Eh bien, bingo, c'est pas la voiture de devant ni la voiture de derrière qui va se faire arrêter, c'est moi, et je vais prendre une prune. Non, c'est pas une question de malchance, c'est une question de vibration, de fréquence vibratoire. Les 2 vibrations les plus puissantes pour créer une réalité, ce sont soit l'amour, soit la peur. Et comme ici sur Terre, on est plus doué pour les peurs que pour l'amour, on a quand même tout intérêt à s'en débarrasser le plus possible. Expliquer en théorie, les choses sont simples. Maintenant, dans la pratique, c'est évidemment beaucoup plus subtil que ça. J'en reviens à mon exemple de départ. Il m'arrive des problèmes en cascade, j'ai peur de tomber à la rue. Mais comme cette fois-ci, je suis décidée à me débarrasser de cette peur, j'ai enfin trouvé le dossier racine. Et c'est précisément ce dossier racine qui émet le plus de vibrations, le plus d'intensité, et qui, quoi que je fasse, va finir par créer ma réalité, exactement comme elle a créé la réalité de mon clan familial. Et je vais vous donner une série d'exemples qui pourraient constituer ce dossier racine, pour vous aider à naviguer un petit peu dans tout ça. Mais évidemment, c'est vous qui connaissez votre histoire familiale, pas moi. Alors disons que du côté de ma lignée paternelle, les origines sont plutôt bourgeoises, voire même très bourgeoises. Génération après génération, il y a un leitmotiv qui est de garder, de conserver coûte que coûte ce statut de privilégié. Pourquoi ? Pas seulement pour la facilité de la vie, mais parce qu'il y a une croyance très ancrée dans cette lignée familiale qui est que l'on ne peut pas être heureux sans posséder un coffre-fort bien rempli. En gros, si l'on est moins riche, on sera aussi moins heureux. Au fil des générations, possession, argent et bonheur ont été associés. Le comble du malheur, c'est évidemment de se retrouver à la rue. Pour honorer cette croyance familiale, certains ont privilégié les mariages arrangés. Ils n'ont pas été spécifiquement très heureux. D'autres ont préféré renoncer à leur carrière d'artiste ou à leur vocation première en cédant à cette pression familiale. Ils n'ont pas été heureux, ne se sont pas épanouis dans leur vie. D'autres encore, par loyauté familiale et pour parvenir à maintenir ce statut social, ont privilégié tout ce qui était réseau et carnet d'adresses. Ils se sont fait embarquer dans des systèmes de corruption et n'ont pas été heureux dans leur vie. Ils ont été coincés. Dans l'autre lignée, la lignée maternelle, qui est bien sûr en effet miroir de la lignée paternelle, les origines étaient beaucoup plus modestes. Certains des ancêtres de cette lignée avaient vraiment connu la pauvreté et la misère, au point qu'ils aient dû se placer chez des gens en demeurant à leur service pour obtenir le gîte et le couvert. Ceux-là n'ont bien évidemment connu aucune liberté, aucune sécurité et n'ont jamais eu réellement de vie personnelle. Globalement, dans cette lignée maternelle, le leitmotiv dominant, la pensée dominante, était que ceux qui ont tout maintiennent ceux qui n'ont rien dans la servitude et l'esclavage. Mais que même ça vaut toujours mieux que la rue. Ainsi, les 2 lignées ont bloqué leur évolution, par cette peur viscérale qui était de tomber à la rue. Le vrai dossier familial unique des 2 lignées était la loyauté familiale. D'un côté de la lignée, il fallait maintenir son statut, de l'autre, être bourgeois et riche, c'était mal. D'où fatalement un blocage total lorsque l'on se retrouvait coincé entre les 2 lignées. Plus une peur commune aux 2 lignées, la peur de se retrouver à la rue. Mais la solution résiliente était aussi incluse dans ce problème.
et qui était de travailler sur la prise de risque, sur l'initiative personnelle et surtout sur l'autonomie et la liberté. C'était simplement ces choses-là qui plombaient cette famille. Les quelques membres de la famille qui avaient privilégié ces derniers éléments ont eu des vies très heureuses. Ils n'ont pas connu pour autant la pauvreté, même s'ils ont été pendant un temps rejetés et exclus du clan familial, voire carrément mis à la porte par leur propre famille. J'en ai terminé là pour cette thématique. Alors rendez-vous au prochain audio.